Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Alors avant tout, j'ouvre une petite parenthèse. Merci pour les 50 abonnés. Je suis trop content. C'est une blague. Désolée. C'est toi? Oui, c'est bon, je les connais. Alors pour moi c'est déjà pas mal, c'est quand même très bien en fait. Et je m'attendais pas à y arriver aussi vite franchement. Donc merci à vous d'être là, merci à vous de regarder. J'ai eu plein de commentaires plus en privé, c'est vrai que plus en privé que sur la chaîne, notamment sur Facebook pour ceux qui me connaissent. Alors j'ai eu des commentaires tous encourageants, même très encourageants, donc ça c'est bien, je vous en remercie. Par contre, il y en a pas mal qui me disent que je suis trop sérieux dans les vidéos et que je devrais balancer un peu plus d'humour. On y reviendra par après. Et il y en a d'autres qui me disent ouais, j'adore ton humour, c'est décontracté, c'est cool, il y a un flow, c'est assez calme, en même temps c'est pédagogue, donc c'est bien, continue comme ça. Donc moi je vais répondre un peu pour trancher la poire en deux. Quand je suis en plein travail, alors là je suis dans une vidéo un peu relax, un peu chill, mais quand je suis en train de travailler, alors bon, vous n'êtes pas sur la chaîne de Squeezie ou je ne sais pas quel autre youtubeur qui fait de l'humour. Moi je peux pas forcément, en tout cas je suis pas déjà aussi à l'aise devant la caméra pour commencer à balancer des blagues toutes les 35 secondes. Mais en plus de ça, quand je travaille, je suis vraiment focus sur mon travail. Des fois j'oublie même qu'il y a la caméra qui me filme quoi. Merci à ceux qui m'ont encouragé, j'en ai qui m'ont commenté sur Facebook, encore une fois sur YouTube. Donc ça c'est super encourageant franchement. Ce sont vraiment les personnes qui je m'attendais le moins, qui m'ont le plus encouragé, donc ça c'est cool. Donc merci à vous les gars. Et donc voilà, pour moi c'est un cap. 50 abonnés, c'est déjà une grosse salle de classe qui regarde ces vidéos. Et donc franchement c'est super cool. Et je vais continuer, ça me motive à fond. Je vais continuer. Et justement là je vais commencer une playlist qui va être énorme. Donc ça c'est vraiment une vidéo d'introduction, mais il y aura quand même des trucs à apprendre. Alors c'est quoi le but de cette playlist? Donc si vous regardez les vidéos qui vont suivre, pour l'instant je les ai même pas tournées, mais je sais plus ou moins où je vais. Le but c'est de vous préparer à faire et à réaliser une installation d'électricité dans un cadre domestique. Donc ça peut être une maison, ça peut être un appartement, mais domestique, dans les règles de l'art. Règles de l'art, ça veut dire dans les normes de la RGUE, qui est le règlement général des installations électriques. Donc pour ça, il y a tout un tas de choses à apprendre. Mais avant de s'attaquer aux différentiels, aux disjoncteurs, au câblage, aux normes, des trucs un peu chiants, on va s'attaquer à la base, donc aux trucs encore plus chiants. Mais comme ça, c'est dit, c'est fait, on n'en parle plus. Dans cette vidéo, on va parler du volt, de l'ampère, du watt et globalement la loi d'Ohm. Donc bien sûr vulgarisé comme d'habitude à fond. Alors évidemment cette vidéo elle n'est pas destinée aux électriciens avec 25 ans d'expérience, ça servira à rien. Par contre elle est destinée aux électriciens débutants, donc ou qui apprennent un peu sur le tas, parce qu'il y en a tellement, c'est un peu tabou d'en parler, mais il y en a tellement qui apprennent sur le tas en fait. Donc elle est destinée à ces personnes là, aux électriciens qui font plus d'études que de pratiques. Parce que l'étude c'est une chose, mais se confronter aux aléas d'une vieille installation et savoir s'adapter afin de la rendre conforme et surtout sans danger pour le client ou même pour vous, en gros conforme quoi, c'est autre chose. Donc livre c'est une chose, pratique c'est autre chose. Et donc vous allez voir que globalement, en comprenant la loi d'Ohm, elle est relativement complexe et très facile en même temps. Et un peu de logique. Il n'y a pas besoin de faire 6 ans d'études d'électricien confirmé pour faire une installation domestique. Il faut juste du bon sens et un minimum de connaissances. Mais moi, je vais déjà vous faciliter la tâche en vous donnant vraiment les clés basiques tout de suite. C'est parti. Ah bah oui, c'est vrai, avant de rentrer dans les petits détails, on va quand même en 2 mots s'attarder sur la définition de l'électricité. Ça vient du mot électron. Donc c'est quoi un électron? Comme vous le savez tous, la matière est constituée d'atomes. Donc ça, je vais vous mettre une petite image à l'écran. Donc au centre de l'atome se trouve un noyau constitué de charges positives et de charges neutres. Donc agglutinés en grappes et maintenus tous ensemble par une force très puissante qu'on appelle notamment la force nucléaire forte. Et autour du noyau se trouve un certain nombre d'électrons chargés négativement et qui tourbillonnent à toute vitesse, comme vous le voyez sur l'image. Alors globalement, ce qui est intéressant de savoir avant de rentrer dans le vif de la définition, c'est les charges opposées
s'attirent, les charges similaires se repoussent. C'est ce qu'on appelle la force électromagnétique. En principe, un atome, il est électriquement neutre car il y a autant de charges positives que de charges négatives. C'est un peu pour cette raison que l'électricité dans la matière qui nous entoure, dans notre corps humain, dans un peu tout, elle passe inaperçue car elle est neutre, il n'y a aucun déplacement, elle est juste là, point barre quoi. Putain, ça pour une explication. Ouais. Cependant, il arrive parfois que les électrons puissent quitter leur atome et c'est justement ça qui crée l'électricité. Donc, l'électricité est un mouvement de charge positif ou négatif, généralement porté par des électrons qui voyagent principalement dans les métaux. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails des différentes manières dont un électron puisse quitter un corps, mais un des exemples les plus connus, c'est quand vous vous peignez les cheveux avec un peigne en plastique qui lui est chargé négativement par exemple, eh bien comment dire ça, vous équilibrez un peu toutes les charges dans vos cheveux qui sont tous chargés positivement. Et donc comme j'ai dit, charges qui sont similaires, donc plus et plus, elles se repoussent. Et donc vous avez un peu les cheveux électrisés quoi. Parce qu'une fois les électrons cédés l'un à l'autre, ils ne se déplacent plus. Et c'est ce qu'on appelle l'électricité statique. Voilà, je viens d'expliquer l'électricité statique. Non mais quand je vais faire le montage, ce sera clair, tu vois. Parce que moi je sais où je veux venir. En fait. Donc maintenant qu'on sait que l'électricité c'est le déplacement d'électrons dans un corps, donc dans du métal, dans du cuivre notamment, nous c'est ce qui nous intéresse. Par le déplacement d'électrons qui voyagent, on va pouvoir s'intéresser un peu plus en détail comment ces électrons voyagent, de leur débit entre guillemets. Bon, le débit c'est pour les fluides, mais c'est tout de suite plus intuitif. Donc de l'ampérage, du voltage, le watt et la loi d'Ohm en général. C'est parti. Donc le volt c'est relativement simple, c'est la mesure de la tension électrique entre un point A et un point B, mesurée notamment avec un voltmètre ou un multimètre sur position voltmètre. Donc nous on travaille principalement en 220 volts ou plus rarement, mais ça arrive en 400 volts. Pour les faire se déplacer, il faut un générateur de courant qui va créer un déséquilibre de charge, donc négatif ou positif, donc une différence de potentiel qui va attirer ou repousser les électrons. Et ce déséquilibre de charge est appelé la tension électrique. Donc quand on a une tension de 220 volts, on a un déséquilibre de charge de 220 volts. Donc volt, tension. Ça va ensemble. Donc maintenant on va s'attarder sur l'ampère ou l'intensité électrique. Alors l'ampère, un peu dans tous les bouquins que j'ai lus, notamment ceux qui m'ont moi appris ce que je sais, il est un peu comparé au débit dans un circuit d'eau. Et c'est un peu ça en fait, pour vulgariser. Donc dans l'eau on va appeler ça un débit, donc le débit d'eau. En électricité on va appeler ça l'ampérage. Donc maintenant le watt, donc la puissance électrique, soit la quantité d'énergie pendant un temps donné, généralement une seconde. Donc pour revenir un peu à nos tuyaux d'eau, le watt dans une installation électrique, c'est un peu comme la pression dans une installation d'eau. Donc watt, puissance. Pour avoir la puissance en watts, il faut évidemment multiplier la tension par l'intensité, le voltage par l'ampérage. Et là on a la puissance donnée sur une seconde. Et ça va être très important ce que je vous dis, parce que on va rentrer dans les détails pour faire une vraie installation électrique, pour calibrer les sections de câbles. Ça peut être du 2,5, du 1,5, du 6 carré. Et quelle section va aller avec quel disjoncteur et pourquoi. Et il faut savoir ces bases. Il faut comprendre la loi d'Ohm. D'ailleurs on va y passer tout de suite, pour éviter que votre installation ne disjoncte, ne surchauffe ou je ne sais encore quelle connerie. Donc la loi d'Ohm. Maintenant qu'on a vu le volt, l'ampère, le watt, donc l'unité ohm qui s'exprime par la lettre oméga grec. Alors spoiler, c'est ni plus ni moins que la résistance électrique. Mais la loi d'Ohm va nous permettre de déterminer assez facilement, puisque c'est une pyramide. En fait je vous la mets à l'écran. Pour ceux comme moi, ou enfin de toute façon j'ai encore plein de choses à apprendre et on apprend toute une vie.
Mais voilà, pour ceux qui ont quand même pas mal de bagages en électricité et qui font des installations déjà depuis quelques années et qui ont l'expérience, honnêtement, nous on passe plus par ces formules-là parce qu'on sait déjà quelle section de câble il faut utiliser avec quel disjoncteur et on a déjà toutes les clés en main pour y aller directement sans faire les calculs. Mais des fois, il nous arrive de nous heurter à une situation où il faut de nouveau prendre la calculatrice. Et ça, c'est bien de le savoir. Alors, la loi d'Ohm dépend de 3 éléments. Une résistance, l'intensité du courant qui parcourt cette résistance et la tension entre les deux bornes. Donc, évidemment, l'intensité, c'est l'ampère, la tension, c'est le volt. Et ça, il y a une image qui tourne un peu sur Internet qui est hyper marrante et qui veut en fait tout dire en une seule image. Je vous la mets à l'écran juste ici. Donc pour les formules de la loi d'Ohm, il y a un moyen mémotechnique super facile de la retenir. Là, on va le faire un peu à l'ancienne sur mon petit tableau. Donc j'ai un petit tableau ici qui est... voilà. Donc je vais changer un peu l'angle de la caméra. Et je vais vous montrer un peu mes propres moyens mémotechniques pour m'en souvenir tout le temps. Allez, c'est parti. On va le faire sous forme de dessin, donc la fameuse pyramide. Tac. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Comme ça. Cette barre là, c'est une barre de multiplication. Cette barre là, c'est une barre de division. Et donc évidemment pour la loi d'Ohm, ce qu'il faut impérativement savoir, ce sont les 3 unités. Donc le U, le I, enfin c'est un I majuscule en fait, et le R. Le U, c'est le volt, le I, l'ampère, le R c'est facile, ça vient de résistance, le ohm ou oméga en grec. Donc maintenant qu'on a le fameux dessin, on va pouvoir s'en servir pour faire la formule un peu à l'ancienne, parce qu'il existe évidemment un calculateur que je vous mettrai dans la description. On va faire ça relativement simple. Donc on va mettre par exemple I, R, et évidemment l'inconnu, étant donné qu'on n'a que 3 mesures, il reste le U, donc le volt. Et donc si je dois traduire cette formule-là par écrit, ça nous donnerait tout bêtement U égale I fois R. Voilà, si je fais dans l'autre sens et que j'enlève... Ah oui, évidemment, j'ai oublié de vous dire, les 3 lettres restent toujours au même endroit. Donc on ne peut pas les switcher comme on veut, sinon la formule ne colle plus. Si par exemple, mon I, donc mon ampère dans l'installation, il est inconnu, eh bien c'est très facile. On fait la même chose, I égale, puisque c'est l'inconnu, U divisé par R. Pareil dans l'autre sens, si notre inconnu, c'est le R, donc le R qui représente évidemment la résistance en ohm, tac, c'est très facile, R égale U divisé par I, U divisé par I. Maintenant qu'on a compris plus ou moins, enfin plus que moi j'espère, un peu la base de la formule d'Ohm, on va voir un peu plus en détail dans quoi elle peut nous servir dans notre installation et dans l'utilisation un peu de ce qu'on fait nous tous les jours, donc la vraie installation électrique. Et vous allez voir, ça peut vraiment beaucoup nous aider. Mais avant tout, je vais vous donner rapidement, comme ça peut nous aider, les sections de câbles normalisées qu'on nous demande à nous sur les chantiers, en fonction de l'ampérage fourni par un disjoncteur. Ou plutôt, si on veut la faire à l'envers, le bon disjoncteur bien calibré pour la bonne section de câble. Nous, dans le domaine des installations domestiques, le plus gros câble auquel on va se heurter à 99,9%, c'est le câble de 16 mm carré. Juste en dessous, nous avons le 10 mm carré. Juste en dessous, nous avons le 6 mm carré. Ensuite, le 4 mm carré, ensuite le 2,5 et le petit, le 1,5. Alors je vais tout de suite vous donner les infos sans vous casser la tête avec des formules. Quel est l'ampérage, donc le débit maximal qu'on peut faire passer par un câble de 16 mm carré? Alors l'ampère, ça veut évidemment dire votre disjoncteur. Donc dans un coffret électrique, quel disjoncteur je dois mettre pour un 16 mm carré? Je dois mettre un disjoncteur de 63 ampères. Ensuite, évidemment, on descend de façon logique. Pour un 10 mm carré, je suis sur un 40 ampères. Pour un 6 mm carré, je suis sur un 32 ampères. Pour un 4 mm, je suis sur un 25 ampères. Pour un 2,5 sur un 20 ampères. 1,5, 16 ampères.
Voilà. Sur un circuit câblé en 1,5, on peut mettre aussi évidemment, donc ça c'est un circuit destiné à tout ce qui est installation de luminaires, quoi, donc des spots, des points lumineux. On peut aller sur du 10 ampères, voilà. Évidemment pour tout ce qui est prise, on peut aller aussi sur du 16 ampères, sans problème. Et donc maintenant qu'on a ça, qui est quand même la base des bases, hein, sans rentrer dans les détails, on rentrera dans de prochaines vidéos et surtout en immersion sur le chantier. Je vais à chaque fois vous expliquer pourquoi je prends ce disjoncteur, pourquoi je fais ce choix-là, etc. Mais ça c'est déjà la clé, la base des bases. Et là on va revenir à la loi d'Ohm et voir en quoi elle peut nous aider, sachant qu'on a déjà toutes ces données. Donc, imaginons, vous êtes sur le chantier et vous voulez faire un câblage pour une TAC électrique. Vous mettez votre prise, on va dire que la prise c'est ça, ok. Et vous vous dites, quel câble vais-je utiliser de cette prise là vers mon coffret électrique. Donc ça, vous savez pas quelle section mettre. Alors c'est très simple, vous devez juste faire un minimum de recherche. Là je vais le faire devant vous, on va se connecter. Je me connecte devant vous, peu importe le site, hein. Voilà, je clique sur la première, voilà, une TAC Bosch. Et qu'est-ce que je cherche moi évidemment, c'est la puissance, parce que c'est toujours indiqué. Là je vais dans autres caractéristiques, hop 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 hop, et il me suffit de 30 secondes. Hein. Voilà, là je suis puissance de raccordement 7400 watts. Bon ok, on a 7400 watts. Ok, bon ça on sait qu'elle fait 7400. Parce qu'elle fait déjà 80 cm. On va prendre une qui fait 90 cm pour avoir plusieurs données. Voilà, puissance de raccordement 11 kW. Mais voilà, il faut toujours prévoir la puissance demandée maximale. Alors vous, ça dépend de votre chantier. Il faut aussi rester plus ou moins logique. Vous êtes dans une cuisine qui fait 3 mètres sur 2, avec un plan de travail donné, il y a une porte, il y a une distance, etc. Vous savez mettre qu'une TAC de 60. Donc, inutile d'aller chercher des puissances des TAC industrielles qui font 90 cm et qui demandent 11 kW. Pour une TAC de 60, vous serez plus ou moins, voilà, même pas plus ou moins, sur 7200 watts. Bon là pour la formule, on va prendre la puissance de 7200 watts. Je vous ai dit que la puissance c'est l'ampérage fois la tension égale puissance, d'accord? Bon, ça, on l'a. Vous savez très bien que vous êtes sur une installation de 220 volts. Donc 7200 watts divisé par 220 volts, 32,72 ampères. Je sais qu'avec cette formule là, pour avoir et pour être dans les normes, surtout pour pas que mon installation disjoncte, je dois câbler puisqu'il me faut 32 ampères. Là je sais que sur mon 32 ampères je suis là. Il me faut un câble de 6 mm². Et donc c'est là que moi je vais quand même vous donner mon petit conseil de pro, surtout si vous êtes en monophasé, c'est de monter sur le câble au-dessus, de prendre un 10 mm et de taper un disjoncteur de 40 ampères. Et là vous êtes sûr d'être bon. Et donc c'est pareil si vous êtes en tétraphasé et que vous avez la possibilité de passer sur du 400 volts. Là on a vu qu'il y a des TAC qui montent jusqu'à 11 000 watts, d'accord, celles qui font 90 cm voire 1 mètre. Sur une tension de 400 volts, avec ces deux données et la fameuse loi, on calcule et on voit qu'il nous faut 27,5 ampères. Donc là, vous pouvez facilement alimenter, si vous avez une tension de 400 volts, là on est sur le 32, hein, là on est bon. Vous passez un 32 ampères avec un câble de 6 mm². Quand vous êtes en mono, si vous voulez câbler en 10 mm², ça sert à rien de prendre un 5G 10. Vous avez de toute façon que deux fils par lesquels circule l'électricité. Donc vous prenez tranquillement un 3G10 et pas un 3x10. La différence rapide, c'est qu'entre un 3x10, vous avez 3 fils par lesquels peuvent circuler l'électricité avec 3 couleurs différentes, mais il n'y a pas de terre. Quand vous prenez un 3G10, G ça vient de ground, donc de terre en anglais. Donc évidemment vous avez deux fils, à 100% des cas vous aurez un brun et un bleu et un fil de terre. Alors évidemment vous pouvez faire circuler du courant par un fil de terre, ça reste qu'un fil de cuivre avec un caoutchouc de couleur, mais légalement vous ne pouvez pas. Donc nous ce qui nous intéresse dans ce cas, étant donné qu'on est sur du monophasé et qu'on a de toute façon que deux phases, c'est un 3G10.
par lequel on va alimenter la TAC et le fil de terre par lequel évidemment on va brancher la TAC et la terre. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, mais on rentrera plus en détail prochainement. Voilà, alors c'est enfin fini, ces formules super chiantes. Je ne rentrerai jamais dans les détails parce que nous ça ne servirait à rien dans ce qu'on fait dans le domaine domestique. Mais avec ça, vous avez déjà plus ou moins quelques petites clés. Alors loin d'avoir toutes les clés, hein. Mais pour comprendre et visualiser déjà la conception d'une installation électrique. Parce que c'est vrai qu'on a tous vu en classe au cours de physique, de sciences, quand on était gamin. C'est quoi l'ampère, le volt, machin. Mais bon, si vous avez été comme moi il y a 6 ans ou il y a 8 ans en classe, j'étais en train de dessiner sur des bouts de papier. Donc j'ai évidemment rien écouté ce qu'ils disaient mes profs. Donc ça c'est un peu con, mais c'est comme ça. J'ai dû reprendre sur moi-même et étudier en autodidacte. Je peux faire des erreurs, donc je vous invite à vérifier par vous-même et à pas à me croire aveuglément, en tout cas tout ce que je dis. Donc ayez l'esprit critique et même contredisez-moi, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas voilà, je suis quand même relativement sûr de ce que je vous dis, hein. Ça, si vous voulez me faire confiance, vous pouvez. Pourquoi j'ai fait cette vidéo maintenant et pourquoi je la poste pour introduire cette playlist en électricité? Parce que je vois d'après mes devis qui sont signés, beaucoup de travail en électricité qui rentre, beaucoup de rénovation générale. Alors qui dit général dit coffret électrique, mais depuis la cave, des colonnes d'alimentation, etc. Et donc tout ça je vais vous filmer. Mais avant de vous faire une vidéo, voilà, boum, comment faire un coffret électrique, j'ai quand même aimé faire cette petite vidéo. Comme ça, à l'avenir, si jamais je rentre dans un petit détail, dans une vidéo explicative en pleine immersion, je peux renvoyer vers cette vidéo plutôt que de commencer à expliquer à chaque fois dans chaque vidéo, quoi. Donc ce qui va suivre quand même dans les prochaines vidéos, c'est une mise en conformité générale, donc test du piquet de terre, test de la continuité de terre vers les prises, s'il n'y a pas de continuité, ce qu'on peut faire, etc. Je vais placer un nouveau coffret électrique, mais sur une très ancienne installation, parce que j'ai pas le choix, c'est comme ça, il faut... Enfin, je dois essayer de rendre conforme quelque chose qui est très vieux, et c'est sûr que c'est facile de vous faire la petite vidéo avec un coffret, tu sais, les boîtiers... que je visse sur un panneau d'OSB avec des nouveaux fils. Je vais le faire, pourquoi pas, pour vous expliquer un peu le mono, le tri et le tétraphasé. Mais c'est quand même un peu plus réaliste. Quand je mets la caméra, j'ouvre un coffret qui date d'il y a 40 ans avec des sucres en céramique. Et d'essayer de s'adapter à ce qu'on peut faire pour changer le coffret, les prises, les interrupteurs, sans commencer à démolir les murs parce qu'on n'a pas tout le temps la possibilité de le faire. D'accord? Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit partage, ça peut aider au développement de la chaîne. Parce que là, je peux parler d'une chaîne, hein. On est quand même 50, hein, les gars. Donc c'est pas mal. Et voilà, à la prochaine. Salut!